18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler constitution, Bemba, Bati, Sama, Kamere, mi-figue, mi-raisin. Tout de suite, ça sera avec Manix Ienda. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons les grandes lignes avec Kayembe Damaris. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Alexis Guissaro et Guillaume Niembo, respectivement ministres des Infrastructures et Travaux publics et du Plan, ont été auditionnés ce mercredi par les élus nationaux lors d'une plénière consacrée au contrôle parlementaire. Ces membres du gouvernement se sont expliqués sur l'évolution de certains projets, dont le projet de développement local de 145 territoires ainsi que la réhabilitation et construction de routes à travers le pays. Après l'appel lancé samedi dernier par plusieurs personnalités politiques et de mouvements citoyens de partis de l'opposition contre le changement de la Constitution et l'éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi, le mouvement citoyen Sursaut patriotique compose désormais avec Florimond Moutiba de l'ODEP. Cet ONG qui milite pour évaluer l'efficacité du pouvoir central dans la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la transparence budgétaire et les pratiques de la bonne gouvernance, estime que le changement de la Constitution vise la pérennisation du régime Tshisekedi. Au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, l'arrestation du secrétaire général Mongopassi Sandja par le service d'intelligence pour détournement de fonds publics a suscité une vive tension ce mercredi. Un sit-in, les 4 agents du secrétaire général ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'une arrestation illégale. C'est tout pour ce grand titre d'actualité. Vous aurez les détails dans notre édition de 19h avec Christopher Ochukum à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, Christopher Ochukum vous revient dans moins d'une heure. Tout de suite, nous recevons pour vous Manix Ienda. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24h sur 24, une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme Télé 50 partout, surtout notre Chombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Révision constitutionnelle et débats qui refait surface en République démocratique du Congo. La question est celle de savoir que dira certainement les alliés du président Félix Tshisekedi. Là, Bati, Bemba, Sama, Kamere, qu'est-ce qu'ils diront? Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec Manix Ienda. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Ça fait quand même belle urette que j'ai partagé avec vous ces cénacles des idées républicaines, ces réceptacles des valeurs nationales. La Télé 50 est une opportunité pour lever nos voix, édifier notre peuple. Et j'ose croire que nos échanges d'aujourd'hui mettraient le Congo au menu de notre débat, parce qu'au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà de nos ségrégations politiques, le Congo demeure notre dénominateur commun. Voilà, le Congo demeure notre dénominateur commun. Le président de la République a lancé les débats sur la révision constitutionnelle. Est-ce que c'est opportun ou il fallait encore attendre? Je pense que moi je suis très catégorique par rapport à ces débats, que je considère de débats accessoires, un débat secondaire, du moment où il y a des questions principales qui touchent à la vie
sociale de tout un peuple. Le débat de la Constitution, ce n'est qu'un débat. Pourtant, les questions relatives à la vie sociale, c'est tout un combat que le gouvernement devrait réaliser. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un cadre démocratique. On ne peut pas empêcher les gens le droit de réfléchir, libre à eux, mais je pense que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous, en tant que citoyens congolais, nous devons faire preuve de notre rigueur, de notre ténacité, pour rappeler à ceux qui détiennent le bâton de commandement l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est les saluts du peuple, c'est le social du peuple, c'est l'économie nationale, c'est les questions liées au développement de la nation. On parle de la révision. Et dans le même discours sur la révision, on aborde des points en réalité qui touchent au changement de la Constitution. Et donc c'est un débat des méli-mélo, c'est un fourre-tour où chacun se donne la liberté de compromettre les valeurs sacrées, de jeter l'opprobre sur un pacte social, sur la volonté collective de tout un peuple. Et ça, c'est quand même déplorable. Vous savez, M. Jean-David Kilolo, je l'ai toujours dit, que la Constitution n'est pas un lit dressé pour préparer les sommeils de ceux qui ne sont pas à la hauteur de la fonction confiée par le peuple. La Constitution n'est pas un objet à usage unique après l'avoir utilisé, et voilà que vous voulez maintenant la jeter dans une poubelle de l'histoire. La Constitution n'est pas non plus un costume confectionné à la taille de celui qui veut la porter. La Constitution est un pacte social, est un vouloir collectif du peuple congolais, et donc nous devons respecter cette Constitution comme telle. Il est vrai, la révision constitutionnelle, elle est prévue dans la Constitution, mais pour quelle fin? Pour quel but? À quel moment les dispositifs constitutionnels dérangent pour effectivement initier une démarche relative à la Constitution? Il y a un problème de s'adapter à nos réalités, c'est ça. Il fallait qu'on s'adapte à nos réalités, c'est qui a fait qu'il y ait cette demande-là de la révision constitutionnelle. Je suis désolé, malheureusement, nos réalités d'aujourd'hui, c'est les détournements de deniers publics de l'État. Les érosions, la promiscuité. Regardez comment la population de Kinshasa vit aujourd'hui. Kinshasa devient invivable. Nos réalités, c'est l'incompétence notoire de ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. Nos réalités, c'est les tribalismes, c'est les népotismes, les régionalismes, le clientélisme, le favoritisme. C'est cela, nos réalités. Alors, adapter la Constitution à nos réalités, je me demande si l'on veut consacrer le détournement de deniers publics comme un principe constitutionnel. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la révision constitutionnelle, la révision de la Constitution est une réforme constitutionnelle, n'est-ce pas? Mais quand est-ce qu'on mène ou on crée ou on met en exergue une réforme constitutionnelle? C'est lorsque l'on veut réajuster la qualité de l'action publique qui doit correspondre avec les réformes constitutionnelles mises en œuvre. Et aujourd'hui, regardez le pouvoir du président Tshisekedi, c'est un pouvoir qui est pratiquement partant. Et je me demande, on va initier la réforme pour quelle fin? Qui va se servir de cette réforme? C'est comme ça que j'ai toujours donné ces parallélismes. Lui, en tant qu'homme d'État, il veut laisser une constitution congolaise parce qu'il a trouvé que la constitution, c'était une constitution purement étrangère. Alors, il a fallu qu'il y ait une constitution étrangère et congolaise. Non, mais vous savez, le parallélisme que je voudrais faire allusion tout à l'heure, c'est celui d'un bailleur vis-à-vis d'un locataire. Un locataire qui déjà a épuisé sa garantie locative, on lui a déjà donné le préavis, et à une semaine avant de quitter la maison, voilà, les locataires commencent à mettre le carreau, à mettre le pelouse, à planter le fleur. Je crois que ça va quand même déranger la dimension intentionnelle. Si révision il y en aurait, je pense le moment le plus propice, c'était le début du mandat du président Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle d'une constitution étrangère. Pourtant, lorsqu'on parle de l'économie nationale, les gens ne restent pas dessus, alors que nous avons une économie totalement dollarisée. C'est une économie qui subit les affres des institutions de Bretton Woods. C'est une économie de l'étranger.
L'argent que les politiques volent, malheureusement, ils ne détournent pas le denier public en francs congolais. Ils détournent en dollars. Leurs enfants étudient à l'étranger. Ils se font soigner à l'étranger. Mais voilà que pour la Constitution, on dit c'est une Constitution des étrangers. Qu'à cela ne tienne, parlons-en. Je vois aujourd'hui le secrétaire général de l'UDPS qui devient pratiquement les pionniers de ces projets. D'ailleurs, lui ne parle même pas de la révision de la Constitution. Du changement. Lui parle du changement de la Constitution. Pour changer la Constitution, il faut apporter des idées nouvelles, de l'intelligence nouvelle et des expertises nouvelles. Vous prenez quelqu'un comme Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Vous prenez quelqu'un comme Charles Onana, qui du reste n'est pas congolais. Entre l'intelligence de Charles Onana et l'intelligence d'Augustin Kabouya pour changer la Constitution, laquelle de l'intelligence qui pourrait nous servir pour adapter notre Constitution au contexte congolais? Je crois que vous avez la réponse. Nous aurons besoin de l'intelligence de Charles Onana, qui malheureusement n'est pas congolais. Et lorsque cette intelligence, qui n'a pas d'ailleurs besoin de nationalité, cette intelligence qui n'a pas besoin des races, des tribus, lorsque cette intelligence sera incorporée dans l'architecture constitutionnelle de notre pays, on va considérer cette constitution comme une constitution étrangère. Charles Onana sera incorporé dans la Non, constitution? mais je donne simplement un exemple parce qu'on considère cette constitution comme une constitution des étrangers, parce qu'il y a eu des étrangers qui ont donné des idées pour élaborer cette constitution. Ça, c'est un faux débat. Je l'ai toujours dit, le problème de notre pays n'est pas normatif. Le problème du Congo est anthropologique. Le problème du Congo, c'est l'homme. Ça ne sert à rien d'apporter des réformes tant que l'on ne commence pas par la réforme de l'homme congolais. Voilà, on va arriver. Alors, ils disent notre constitution a été illégitime. Parce que le président qui l'a promulgué, c'était un président qui était illégitime. Il aurait dû attendre qu'il prête serment en tant que président élu par le peuple. C'est alors qu'il allait promulguer la constitution. Mais la constitution a été promulguée avant qu'il ne prête serment, avant qu'il n'entre en fonction comme premier mandat. Non, mais ces gens-là qui racontent de balivernes de mauvais goût, ils n'ont qu'à lire l'exposé des motifs de notre constitution. C'est une constitution qui retrace une trajectoire historique. Nous venons d'un État à pensée unique. Nous venons d'un État où régnait l'unilatéralité de la pensée politique. Un parti-État, Tatabo, Ekolobo, Mokondibo, Moko. C'était un État autoritaire, un État où régnait la dictature à outrance. Nous venons de là. Et nous avions marqué le grand pas parce que les politiques congolais ont fait preuve de la maturité. Ils ont mis de côté leurs égos pour conjuguer ensemble autour des règles qui vont organiser la société, en l'occurrence les règles constitutionnelles. Et cette constitution aujourd'hui est un gage de la stabilité des institutions de la République. Cette constitution aujourd'hui est même le gage de la maturité démocratique de notre pays. Cette constitution aujourd'hui est le soubassement de l'alternance démocratique. Il y a eu un président sortant, il y a eu un président entrant. La passation pacifique de pouvoir s'est effectuée au nom de cette constitution. Les présidents qui ont pris le relais, je parle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté serment devant Dieu et devant la nation, au nom de cette constitution. Il a même juré de protéger la constitution, d'observer un respect absolu sur cette constitution. Mais on parle de quelle légitimité? Parce que la légitimité, que ce soit du président de la République, autant pour tous les organes électifs, ont comme soubassement la constitution de notre pays. La légitimité du président de la République, la légitimité des députés nationaux, des sénateurs, de gouverneurs, de députés provinciaux. Encore aujourd'hui, on parle de conseillers municipaux. Leur légitimité s'appelle la Constitution de la République. Oui, mais parce qu'ils ont trouvé que ça bloque beaucoup plus. Ça bloque au niveau d'abord des fonctionnements des provinces, ça bloque au niveau de l'investiture du gouvernement après les élections présidentielles, d'où il faut certainement réajuster certains textes. Ça c'est un discours politique, un discours creux.
dépourvu d'une certaine rationalité, objectivité, et même le sens de la vérité. Parce que ça bloque le province. Vous prenez ma province, la province de l'Équateur, la province de la Chuapa, le Grand Équateur dans son ensemble. C'est une province où il y a autant de richesses. Il y a la forêt, il y a le bois. Mais comment se fait-il, la population du Grand Équateur, les enfants qui étudient à même le sol dans une province qui a le bois pour fabriquer le banc. Ça, c'est un problème de la Constitution. À l'Équateur, il y a des poissons. Les Mobongo, les Moto, les Mokobe, les Mungusu. C'est à l'Équateur. Comment un pays aussi poissonneux comme la République démocratique du Congo peut acheter les poissons, le chinchard de Namibie? Ça, c'est un problème de la Constitution. Est-ce pour faire de l'élevage, des ports? Est-ce pour créer de chemins de fer, créer des infrastructures routières afin de relier le Congo des parts de routes interurbaines? Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce que pour donner aux Congolais ce que les Congolais attendent, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Et d'ailleurs, la Constitution se résume par ces devises que nous considérons comme des credos constitutionnels. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de justice, paix et travail. Est-ce que les Congolais ont la justice? Est-ce que les Congolais ont la paix? Est-ce que les Congolais ont le travail? Commençons par donner aux Congolais la justice, la paix, le travail, et puis vous allez changer la Constitution. C'est plus simple que ça. Alors, réviser, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a l'initiative du président de pouvoir réviser la Constitution? Mais pourquoi vous voulez lui refuser? Non, mais on ne refuse pas au président de la République, à qui d'ailleurs j'ai toujours exprimé mon soutien indéfectible. Je soutiens le président de la République sur les questions du salut du peuple. Et au-delà même du président de la République, les législateurs suprêmes a réservé cet apanage aussi à chacune des chambres parlementaires, aux membres du gouvernement, autant pour la population congolaise, au travers la signature de 100 000 Congolais par la voie d'une pétition. Il est vrai, on peut réviser la Constitution, mais on va réviser quelle disposition? Quelle disposition pêche à ce stade? Quelle est cette disposition qui empêche la République démocratique du Congo d'accélérer son développement? C'est cela le problème. Tout cela qui parle et de la révision de la Constitution et du changement de la Constitution, malheureusement, ne nous propose pas les points sur lesquels cette révision sera faite. C'est par là que nous pouvons faire le vrai débat. Est-ce que M. Augustin Kabouya, que je considère comme le pionnier de la révision et du changement de la Constitution, peut accepter de passer à la télé dans un débat républicain pour nous dire ce que lui pense de la nouvelle Constitution, et nous allons nous échanger, et c'est cela même les filtres politiques, une très bonne manière de checker en train de parler, voilà. Les propositions des acteurs politiques. Ils sont en train de parler de certaines dispositions. L'article 10 sur la nationalité, qui est une exclusive. Pour eux, ils veulent qu'on puisse un peu changer. Ils veulent qu'on change la disposition 10. La disposition 217. 217, je pense que vous maîtrisez, si 217 qui parle de la cession de la souveraineté nationale pour voilà, le profit des traités et accords internationaux. Effectivement, pour eux, ils disent que non, c'est une disposition trop dangereuse qui risque certainement de nous avilir par rapport à nos voisins. Non, mais s'ils veulent modifier l'article 10, du moment où cette disposition n'est pas intangible, on ne peut pas les empêcher le droit de modifier l'article 10. S'ils veulent modifier l'article 217, du moment où cet article n'est pas verrouillé par les législateurs suprêmes, donc pour vous, la révision peut se faire. La révision, elle est d'abord constitutionnelle. Sans pour autant toucher l'article 220. Sans pour autant toucher l'article 220 qui contient les matières verrouillées. Mais attention, vous savez, en droit constitutionnel, on parle de la fraude constitutionnelle et de la fraude à la Constitution. Il y a une nuance. Allez-y.
Lorsqu'on parle de la fraude constitutionnelle, il s'agit des manœuvres déjà à la genèse de l'élaboration de la Constitution, des manœuvres qui ont été concoctées par ceux qui élaborent la Constitution. Il s'agit d'une fraude originelle, une fraude congénitale, une fraude à la source même de la Constitution. Mais lorsqu'on parle de la fraude de la Constitution, ou la fraude à la Constitution, cette fraude intervient lors de la révision. Ça, c'est la fraude à la Constitution. L'autre fraude, c'est la fraude... Il y a une fraude à la Constitution et une fraude constitutionnelle. Et la fraude constitutionnelle, je l'ai dit, c'est une fraude congénitale, c'est une fraude originelle qui a été diligentée par le pouvoir constituant originel. Dès le départ. Dès le départ, lors de l'élaboration de la Constitution. Mais la fraude à la Constitution intervient effectivement lorsque le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire les pouvoirs qui ont l'habilité de pouvoir réviser la Constitution, veulent frauder la Constitution en mettant des dispositions qui en réalité répondent aux attentes, non pas du peuple, mais plutôt de la classe politique actuelle. Et cette fraude, elle est autant dangereuse que nous devons éviter pour ne pas déstabiliser les patrimoines démocratiques que nous avions déjà consacrés dans la dite Constitution. Constitutionnelle. Mais il faudra y remédier. Non, mais il faudrait... Quand on trouve qu'il y a des dispositions frauduleuses, telles que vous aviez nuancé la fraude constitutionnelle, la fraude à la Constitution, maintenant au niveau de la fraude constitutionnelle, dès l'origine, on a trouvé qu'il y a des fraudes. Mais avec le temps, ils peuvent certainement remédier. Malheureusement, le discours de ceux qui prônent pour le changement de la Constitution, ils reprochent, et c'est ce qu'ils considèrent même comme une fraude constitutionnelle, la forme de l'État actuel consacré dans la Constitution. Ils reprochent même les régimes politiques actuels consacrés dans la Constitution. En parlant de régime politique, la Constitution prévoit un régime semi-parlementaire. C'est un régime de collaboration entre l'exécutif national, président de la République, le gouvernement, avec le Parlement. Le législateur suprême a créé cet équilibre pour éviter les dérapages de pouvoir de chaque organe de l'État. Il faut que le Parlement contrôle le gouvernement qui, d'ailleurs, endosse la responsabilité en termes d'action publique à engager. Et déjà que le législateur suprême a dépouillé le président de la République de toute responsabilité politique devant le Parlement, c'est comme ça qu'on dit, dans un régime semi-parlementaire, le président de la République n'a que le droit d'orientation, le droit ou le pouvoir d'impulsion et non le pouvoir d'exercice. Le pouvoir d'exercice revient à la responsabilité du gouvernement. C'est un régime d'équilibre. Mais malheureusement, ceux-là qui veulent qu'il y ait un changement de la Constitution, ils nous proposent un régime présidentiel absolu où le président de la République peut agir en même temps comme législateur, en même temps comme gouvernement et par moments aussi comme un pouvoir judiciaire. Le régime présidentiel, c'est un régime très dangereux dans un contexte comme celui de la République démocratique du Congo. Même à la forme de l'État. Ils disent que l'État unitaire décentralisé ne sert à rien. Nous devons opter un État unitaire pour que le pouvoir central gère au quotidien toutes les entités de la République, en commençant par le pouvoir central, le pouvoir provincial, les ETD. Encore que dans un État unitaire, les ETD n'auront pas de personnalité juridique, c'est-à-dire les territoires, le ville, les communes, secteurs et chefferies, en même temps que le pouvoir central ait la même mise sur le groupement, le territoire, ainsi que les villages. Alors que le législateur suprême, lorsqu'il a voulu consacrer cette forme d'un État unitaire, fortement décentralisé, il a tenu compte de la superficie de notre pays. Il a tenu compte de l'étendue, l'espace territorial de la République démocratique du Congo, et les conclusions du pouvoir constituant originaire étaient telles que seul le pouvoir central ne peut pas gérer l'ensemble
du territoire national. Voilà pourquoi il était important de décentraliser le pouvoir du centre vers le province, du centre vers les entités territoriales décentralisées et les mécanismes applicables en droit administratif. C'est ce qu'on appelle le transfert de pouvoir lorsque le pouvoir quitte du pouvoir central vers les ETD. La délégation de pouvoir lorsque le pouvoir quitte le pouvoir central vers les entités déconcentrées, en l'occurrence le groupement, le territoire ainsi que les villages. Mais lorsqu'il nous propose un État totalement unitaire, je me demande comment le pouvoir central, qui déjà aujourd'hui est incapable de gérer nos villages, les problèmes des Bongandanga, des Bamania, des Iyonda, des Kabeyakamwanga, le gouvernement central n'arrive déjà pas à le résoudre, à combien plus forte raison accéder dans un régime totalement unitaire. Il y a d'autres même qui proposent la forme d'un État totalement fédéré, que nos provinces deviennent des États fédérés. Alors que vous savez, la fissure sociologique, la fragilité même de notre pays départ, la diversité ethnico-tribale, je crois que cela serait la plus bonne occasion de diviser le Congo, de balkaniser le Congo. Nous qui aimons le Congo, nous disons, niet, ces idées-là sont des idées nocives, sont des idées compromettantes aux valeurs sacrées de la République. Parce qu'ils disent ils n'ont pas besoin d'un binôme à l'exécutif pour développer ce pays. Parce que déjà, tel que ça se présente actuellement, il y a la première ministre ou le premier ministre qui est là, mais les gens se réfèrent beaucoup plus au président de la République. Tata président Taïla Bissoli Kambo. Alors pourquoi ne pas tout faire pour qu'il y ait juste un pouvoir, un régime présidentiel, que d'aller à un régime semi-présidentiel? Non, mais parce que le président de la République, au-delà de sa casquette de président de la République, il est le symbole de l'unité nationale. Il est le père de la nation. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Il est le magistrat suprême, le commandant suprême. Au-delà même de sa fonction en tant que président de la République, la Constitution le considère comme un chef de l'État. Il y a un grand distinguo entre le président de la République et le chef de l'État. Le président est lié au principe pour la théorie de Montesquieu, la théorie des séparations de pouvoir, parce que d'après la logique de Montesquieu, l'institution président de la République n'est pas supérieure ou inférieure au gouvernement, au Parlement, ainsi que aux cours et tribunaux. Et que le président de la République ne peut pas s'interférer au pouvoir qui reviennent aux autres organes de l'État. Mais en tant que chef de l'État, il est en même temps le chef du président de la République, le chef du Parlement, du gouvernement, ainsi que de cours et tribunaux. C'est-à-dire que cette constitution déjà a donné au président de la République un plein pouvoir d'agir. Est-ce que vous savez que le président de la République a toute la totalité du pouvoir? Il intervient même dans le pouvoir législatif. Regardez, avant la mise en œuvre d'une loi, lorsque la loi a été d'abord débattue au niveau du Parlement, adoptée au niveau du Parlement, le président de la République promulgue la loi. Étape qui revient exclusivement au président de la République. Avant la promulgation, pour que cette loi ait des effets juridiques à l'égard des tiers, il faut que cette loi passe par la publicité au journal officiel qui, du reste, est un service d'attache à l'institution président de la République. Déjà, sur le plan de la législation, les présidents regorgent à lui seul 2 étapes législatives. De 2, le président de la République a même de pouvoirs qui s'apparentent au pouvoir judiciaire. Vous savez que le président de la République nomme et par ricochet sanctionne ou révoque le juge. Vous savez que le président de la République, tout en étant justiciable devant la Cour constitutionnelle qui est son juge naturel, son juge pénal, mais en même temps, on donne à ces présidents le plein pouvoir de désigner les 3 membres qui composent le 9 membres de la Cour constitutionnelle. Le président a le plein pouvoir. Il agit par moment comme un membre du gouvernement. Lorsque le président de la République préside
les conseils des ministres. J'ai bien dit les conseils des ministres. Il agit en tant que membre du gouvernement. Il agit en tant que ministre par excellence. Il agit en tant que chef du gouvernement. Vous savez que le président de la République... Mais il y a le Premier ministre qui est là. Mais justement, c'est pour vous dire que cette constitution, en réalité, a déjà donné au président de la République un certain nombre de pouvoirs. Contrairement à ceux qui disent que le président n'a pas de pouvoir pour agir. Le président a même le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président, il a le pouvoir de dissoudre. Effectivement, les présidents de la République, qui d'ailleurs ne nomment pas les gouverneurs de province, parce que les gouverneurs de province sont élus par le député provinciaux, mais la même constitution donne au président de la République le pouvoir de révoquer le gouverneur de province. Les présidents de la République participent dans l'élaboration du programme d'action du gouvernement. Quoi de plus normal que les gens disent Tata Mokondiamboka, Talela Biso Makambo. Encore que le président de la République est le seul organe de l'État, dans un contexte électoral, qui a comme circonscription toute l'étendue du territoire national. Ce qui n'est pas le cas pour les députés nationaux, les sénateurs, le gouverneur, les députés provinciaux. C'est-à-dire le président de la République est l'incarnation de desiderata de la population congolaise. Quoi de plus normal que le peuple dise Tata Mokondiamboka, Talela Biso Makambo. Encore que dans le mandat du président Tshisekedi, c'est lui qui sera redevable au peuple, ce n'est pas le chef du gouvernement. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Moins encore le président du Sénat. Ça serait une fois de plus les présidents de la République. Voilà pourquoi le président de la République a la plus grande responsabilité de veiller sur la qualité d'action menée par le membre du gouvernement. Voilà pourquoi moi je le considère comme un coach qui en face de lui a des joueurs. Mais qui désigne le joueur? C'est les présidents, c'est l'entraîneur national, c'est le coach. Le président a choisi un joueur qu'on appelle Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Sécurité et de la Défense nationale. Jean-Pierre Bemba sur terrain, qu'est-ce qu'il a foutu? Je me pose la question. Actuellement, il est au transport. Actuellement, il est au transport. On l'a changé juste de poste. Pourtant, dans son poste en tant que ministre de la Défense, il a foutu. Il n'a pas marqué de but. Il n'a même pas tiré. Les Bemba à qui le peuple avait fait confiance, ceux qui va nommer Bemba, M23 est aussi là, c'est ce qu'on croyait. Ceux qui va nommer Bemba, Kagame Akobanga, c'est ce qu'on croyait. Mais Bemba sur terrain, il n'a même pas tiré un but. Le groupe des Nanga a été créé pendant que Bemba était ministre de la Sécurité et Défense. Seigneur des guerres, quelqu'un qui connaît la zone de la partie Est. Le président de la République a choisi encore un autre joueur, Vital Kamerhe, comme ministre de l'économie nationale. Alors qu'il est porteur d'un diplôme en économie, il était assistant en économie, il était chef des travaux en économie, doctorant en économie, porteur d'une thèse. Aujourd'hui, il a la charge horaire en tant que professeur de l'économie. Économie, c'est son domaine, et l'économie, c'est son domaine de prédilection. Vital Kamerhe est comme ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce c'est la faute de l'entraîneur ou du joueur? Vous savez, le cas de notre Kabulo, le vieux Kabulo à Kabulo, qui connaît les sports, qui connaît les joueurs, qui connaît même les femmes, les enfants et les neveux de joueurs. Kabulo sur terrain, qu'est-ce qu'il a foutu? En réalité, le joueur a aussi une grande part des responsabilités parce que c'est aux joueurs d'exécuter les tactiques, les systèmes de jeu, le plan ou la vision proposée par l'entraîneur national qui est le président de la République. Mais cela n'exclut pas la responsabilité du président. Il faut que le président soit conscient. Lorsque le joueur ne joue pas correctement, il faut le faire sortir. Il faut le mettre de côté. Il faut le mettre de côté. Encore que nous sommes dans la deuxième mi-temps. Le deuxième mandat du président Tshisekedi, c'est la deuxième partie du match. Le minute avance. Tozopola, Union sacrée Zopola. Tozopola sur le plan de l'économie, de l'éducation, de la sécurité, de l'infrastructure. Il faut que le président de la République procède au changement. Mais voilà pourquoi ils veulent d'abord aussi changer les textes.
Ils veulent réviser ou modifier les textes. Non, mais si c'est cela le système de jeu du président, il faudrait analyser sur la qualité de ces systèmes de jeu. Je crois qu'il y a des problèmes, que ce soit du côté des membres du gouvernement, mais aussi du côté du président de la République. Je vous donne le cas d'un joueur que j'apprécie beaucoup. Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire. Je connais ce monsieur, je connais son dynamisme. Guy Luando, c'est un gars très courageux, c'est un gars très dynamique, c'est un gars très attractif. Mais seulement, je me rends compte que le poste que l'on a donné à M. Guy Luando, c'est un poste qui ne le convient pas. Comment ça, c'est un attaquant et non un défenseur. Donc l'aménagement du territoire est un garage. Un garage. Est un dépôt. Quels que soient les talents de Guy Luando, en tant que ministre de l'aménagement du territoire, il serait toujours incompétent. Mais mettez Guy Luando comme ministre de l'Éducation nationale. Mettez Guy Luando comme ministre de l'Industrie, par exemple. Ministre de la Justice. Et vous allez voir le dynamisme. Et donc le président de la République doit voir le joueur, doit voir qui sont essoufflés, qui doivent quitter les terrains, qui sont sur le banc que l'on peut remplacer, parce qu'à ce stade, nous avons besoin d'un Njombo le soir. Nous avons besoin de gens qui doivent marquer les buts. Alors aujourd'hui, il y a ces mythismes constatés au sein de l'Union sacrée, parce que vous l'avez dit, que Bozopola, Bahati, Bemba, Sama, Kamere, ils sont là, les jeunes ne savent pas vraiment leur position. Est-ce que c'est une tactique politique pour se ressourcer pour les élections de 2028? Ce sont les effets du traditionnalisme politique congolais. C'est la réalité politique congolaise. Tous ces gens-là, moi je le considère comme... Vous voyez les gens qui jouaient au piano pendant que le bateau Titanic était en plein naufrage. Union sacrée est en train de partir. Ces gens-là ne disent rien. Il faut que cela soit une leçon, et la grande leçon pour le président de la République. Beaucoup de gens veulent induire le président de la République en erreur. Et lorsque le président sera parti, ces gens-là viendront pour rendre allégeance au nouveau président. On est ici, on va se rappeler. Quel a été le cas? Est-ce qu'ils ne sont pas au soir de leur vie? Bahati, il a 70, plus de 70. Bemba, Sama et Kamere. Actuellement, on est en train de voir les dynamismes de la jeunesse, comme Constant Moutamba, Guy Luando, c'est aussi fait partie des jeunes. Mais les autres là, ce n'est pas le soir de leur vie. C'est au président de la République, le coach, l'entraîneur national, de se décider. Un joueur comme le professeur Modeste Bahati, il a joué pendant 80 minutes de jeu. Aucun tir cadré. Bon, il a été président du Sénat. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez que la fonction la plus facile de toutes les fonctions de la République, c'est la fonction du président de l'Assemblée nationale et celle du président du Sénat? Comment la plus facile? Tout enfant qui sait lire, écrire et parler peut devenir président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Mais là, il y a des grandes décisions qu'il faut prendre. Non, mais la plus grande décision, c'est lorsque l'on est gestionnaire d'un secteur, vecteur du développement. La plus bonne manière d'évaluer la capacité de M. Kamere, c'est pendant qu'il était ministre de l'économie et non speaker de l'Assemblée nationale. Pareil pour Modeste Bahati, il a été plusieurs fois ministre, et donc moi je ne peux pas le juger par rapport à une fonction aussi facile comme celle du président du Sénat. C'est des gens qui sont essoufflés. Le président de la République peut les remercier, le mettre de côté, parce que sur le banc, il y a encore de Cédric Bakambo qui sont là. Comme qui, par exemple? Comme Manixi Yenda. On a encore du souffle. On n'a jamais volé l'argent de la République. Je suis encore vierge. La République a encore besoin de moi. Nous n'avons jamais détourné les deniers publics de l'État. Il y a un jeune qui fait... Nous n'avons jamais trahi la République. Regardez le rendement du travail d'un jeune, Constant Moutamba. N'est-ce pas la fierté de la jeunesse congolaise? C'est un signe qu'avec le jeune, on peut redynamiser ces pays. Avec le jeune, on peut apporter un souffle nouveau. Avec le jeune, on peut parler du progrès de la nation. Et non les vétérans politiques. Et ce qu'il fait, c'est pour les élections de 2028. Il est en train
de peaufiner ses stratégies afin de se faire une place dans la population et que la population sache qu'il y a un Constant Moutamba pour qu'en 2028, qu'elle se souvienne. Si c'est pour le peuple, on lui concède le droit et ses ambitions politiques, peu importe et l'UDPS la dimension. n'acceptera pas cette popularité-là. Non mais pourquoi pas? Mais ça gêne. Ça gêne qui? À l'UDPS, c'est que si vous n'êtes pas de l'UDPS, vous êtes trop jeune, ça risque certainement d'être une entrave. Non, mais moi je pense que l'UDPS a tout un grand travail à faire. L'UDPS doit réfléchir à fond sur l'après Tshisekedi, c'est très important. Les erreurs du PPRD, les erreurs de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sont comme des miroirs à regarder par les membres de l'UDPS, autant pour le président de la République. Parce qu'il faut impérativement éviter ces erreurs. Joseph Kabila, tout en étant jeune, il a fait confiance aux vieux. Conséquence logique, nous avions eu le résultat. Joseph Kabila, tout en étant la locomotive du PPRD, il n'a pas pris le temps de créer un dauphin qui va incarner l'ancrage national. Il est parti, l'opposition, à récupérer le pouvoir. Si l'UDPS a besoin du pouvoir, l'UDPS n'a qu'à travailler sur un profil politique. Quelqu'un qui doit incarner l'espoir de tout un peuple. Et c'est au peuple de se décider lors des élections, à défaut de quoi l'UDPS sera surpris. Parce que c'est lui qui viendra remplacer le président. Il peut sortir de l'opposition. Voilà. On a vu ou encore de la société civile. On a vu Manix Yenda élaborer une stratégie qui a fait parler de lui. Fachi Azananu. Mais vous ne voyez pas qu'avec les changements de la Constitution, ils vont certainement s'attacher à votre slogan Fachi Azananu et puis aller dans ce sens-là. Monsieur Jean-David Kilolo. Azananu. Donc il va encore continuer le changement de la Constitution Azananu. Le concept Fachi Azananu, c'est au-delà même du slogan de campagne, un concept électoral. C'est une marque de positivité politique. De gens qui ont cru et qui ont jugé bon de donner un deuxième mandat au président de la République. Un deuxième mandat pour travailler au nom et pour le compte du peuple. Vous et moi, nous sommes des parents. Lorsque nous allons quitter ces plateaux, nous allons rentrer à la maison. Monsieur Jean-David Kilolo, si votre fils vous demande, papa, est-ce que M. Tshisekedi est toujours le président de la République démocratique du Congo? Vous allez lui répondre comment? Il est toujours président, à Zanan. Le président est encore président jusqu'au jour où il va faire la passation de pouvoir avec le président entrant. L'article 70 de la Constitution, le deuxième alinéa. Il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Quand je dis Fachi Azananu, je ne dis pas que le président de la République doit avoir un troisième mandat. Non, ça, moi, je ne le dis pas. Fachi Azananu n'est pas un concept à confondre avec Kabila Désir, Kabila Totondiona Nouté, Oumela, des histoires un peu comme ça. Non, Fachi Azananu, c'est un concept qui s'emploie dans un contexte bien précis, là où il y a le délai et la limite du pouvoir du président, c'est dans la Constitution. Voilà, c'est dans la Constitution. Merci beaucoup, Manix Yenda. Yenda Manix, qu'est-ce que vous êtes devenu? Politique? Je suis avocat, je suis politique. Je continue d'adhérer à la vision du président de la République. Je continue d'exprimer mon soutien indéfectible au président de la République sans complaisance, sans flatterie. Et moi, j'accompagnerai le président sur toutes les actions du développement. Toutes les questions relatives au salut du peuple, Manix Yenda sera là pour accompagner le président. Mais aux futilités, aux distractions, aux accessoires, Manix ne va pas accompagner parce que nous devons sauver ces pays que Dieu nous a légués. Quelles sont vos relations avec Fally Ipupa? Fally, c'est un compatriote congolais. Manix Yenda est un compatriote congolais. Fally, aujourd'hui, c'est l'un des Congolais qui flotte haut, le tricolore national de notre pays.
il fait la fierté de la nation congolaise à travers son domaine. Vous savez qu'il y a des députés à qui l'on a facilement donné la qualité des honorables, sans pour autant l'être. Il y a des ministres sans être excellence. Mais Fally Ipupa, il peut être considéré comme un honorable parce que l'honorabilité s'attache à la qualité des services rendus par un compatriote congolais dans son domaine respectif. Et dans son domaine de la musique, il est le porte-étendard de la musique congolaise. Il est à la concavité de la musique africaine. Fally peut être considéré comme l'autorité archétypale de la musique africaine. Et Ferregola. Ferregola, Héritier Watanabe, tant d'autres, Inosbi, Koffi Olomide, oui, c'est quoi JB. vos relations avec Il y a des relations de compatriotes congolais. Je l'ai dit. Le lien d'appartenance, le lien qui nous unit en tant que peuple, c'est la nation congolaise. Autant que Fally fait la fierté du Congo et de l'Afrique, autant nous le souhaitons pour Koffi Olomide, Ferré, Inosbi, et ce serait toujours la fierté de la nation congolaise. Voilà, merci. Ça, c'est l'entre-parenthèse. Je ne m'attendais pas à cette question. C'est une question polémique. Effectivement. Chrétien? Je suis chrétien de sang, de souche, d'esprit, de l'âme et de corps. Voilà, merci beaucoup, Manixi Yenda. Le plaisir de vous avoir après et plusieurs temps. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Dans moins de 10 minutes, ça sera la grande édition de Christopher Ochokoum. Alors, on devait avoir un deuxième invité. Il fait très chaud à Kinshasa avec les embouteillages. Donc, des embouteillages très monstres. Sûrement, peut-être, il a été coincé dans les embouteillages. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.